Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci au CRIJ pour pouvoir présenter ces quelques slides. On a parlé de 11 mois, on m'a parlé de 10 ans. Ben moi, je vois, c'est 30 ans presque de retour bientôt, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Gestion technique de la crise nucléaire. Alors j'ai mis crise entre guillemets parce qu'il y a plus de chroniques que d'accidents. Et je parlerai aussi du caractère chronique, c'est-à-dire le fonctionnement normal d'une installation nucléaire, qui est quand même plus fréquent que celle de l'accident. Alors tout d'abord, le paysage français, au début, je ne savais pas quoi vous dire sur la Provence, enfin sur PACA, parce qu'il n'y a pas de centre nucléaire, ou quasiment pas, du moins EDF. Et puis il y en a 3 quand même, il y en a 2 de la défense, une marine, une de l'aviation, et puis le centre de Cadarache où je travaille d'ailleurs. Il y en a quand même 3. Et puis j'étais un regard plus précis sur ces 3 sites, et je me suis aperçu qu'il y avait un forestier qui était Cadarache, un agricole qui était Istres, et un principalement anthropisé, c'est-à-dire urbain, qui était celui de Toulon. Ça, c'est juste en préambule. C'est assez marrant parce que j'allais les chercher en France et il n'y a pas besoin d'aller les chercher en France, ils sont au PACA. Alors, brièvement, en sommaire, je vais présenter l'IRSN, le labo auquel j'appartiens, notre métier, la modélisation des paysages pour pouvoir être injecté dans notre plateforme de modélisation. Et puis 2 exemples, si j'ai le temps, sur la centrale de Chinon. Malheureusement, il n'y en a pas sur PACA. Et peut-être sur ce qui s'est passé au Japon, malheureusement, l'accident de Fukushima. Alors, retenez juste là que nous sommes 1800 personnes, que nous y allons pas en courant et en souriant comme ça le matin, mais on y va quand même volontiers. Notre domaine de compétence, c'est la sûreté du nucléaire, appui au pouvoir public, gestion de crise, expertise, et, appui également aux médias et tous les problèmes qu'il y a envers les exploitants du nucléaire en général. C'est pas Noël, ça scintille, mais c'est pas parce que nous sommes à un mois de Noël. C'est ce que l'on pourrait voir si on avait un champ visuel un peu plus prononcé que le 0,4-0,8 microns. Donc j'appartiens à le pôle santé et environnement, un service où il y a une cinquantaine de personnes, un laboratoire de 20 personnes qui surveille et modélise la présence de radionucléides naturels et artificiels dans l'environnement. Bon, moi j'appartiens au service modélisation, avec la casquette géo, je dirais. Nous sommes environ une dizaine de personnes à modéliser. Les enjeux, santé, environnement, population humaine et maintenant écosystème, impact radiologique ou dosimétrique et risque. Alors le risque, ce n'est pas de prendre le pied du patient dans la tête pour le médecin, mais plutôt risque épidémiologique. Alors le jardin d'Éden, tout le monde est parfait, on va dire. Presque parfait. J'ai oublié quelque chose. C'est les radionucléides naturels qui nous viennent de l'espace, qui nous viennent du fond de la Terre, radium, uranium, thorium, beryllium pour l'atmosphère et bien d'autres. Donc, dispersion et dépôt sur les sols nus, sur les cultures, dans les sédiments, transfert, absorption, désorption, faune dans la flore. Exposition externe, c'est quand lorsque vous marchez quelque part et qu'il y a du radionucléide très tout près de vous, vous recevez ce que l'on appelle une exposition externe. Lorsque vous inhalez, vous recevez une exposition interne. Lorsque vous mangez, c'est une exposition interne. Mais il n'y a pas que les naturels, il y a aussi les artificiels. Les artificiels, essais nucléaires dans les années 60, enfin autour des années 60, Fukushima, Tchernobyl, tous ceux qu'on ne vous a pas dit, comme Kishtim, qui réapparaît aujourd'hui avec le ruthénium-106 d'ailleurs. Ils sont là. Ils sont là pour des siècles, je veux dire. Et puis, il y a aussi EDF, donc des installations nucléaires qui nous fournissent le courant, l'électricité, et puis des radionucléides qui se baladent un peu partout, bien sûr.
Donc, lorsque vous demandez à des modélisateurs chez moi comment on peut quantifier, par exemple, un radionucléide bleu dans le lait, vous lui dites ça va pas être facile, ça. Oh, il vous dit c'est très simple. C'est deux équations différentielles. Alors attention, je vous... deux équations différentielles. C'est très très simple. C'est ça. Alors ne soyez pas comme la petite souris qui va arriver. Parce qu'ils sont très très bons pour faire des équations différentielles, mais ils sont aussi très très bons pour en donner des solutions, et dans des logiciels qui sont relativement faciles, comme celui-ci. C'est un logiciel maison qui s'appelle Symbiose, qui permet de quantifier les radionucléides en fonctionnement normal ou accidentel pour des multirejets atmosphériques, aquatiques ou marins ou fluviales, dans des multimilieux, donc atmosphérique, fluvial, marin, agricole, anthropique et toutes les interfaces, et puis quantifier ce que je vous ai dit tout à l'heure, les expositions externes et internes. Je n'irai pas plus loin pour l'instant, et ceci de façon relativement facile. Alors cet outil, évidemment, il a des données en sortie. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous le verrez tout à l'heure avec les exemples. Donc il y a la météo, l'hydrographie, la démographie, les modes de vie, le budget temps, les loisirs, l'agriculture, les labours, c'est vraiment... Et puis il y a quelque chose qui domine tout ça, c'est l'occupation du sol. Effectivement, si vous avez 80% de forêt comme au Japon, pourquoi calculer l'impact, je ne sais pas, mais de quelque chose qui n'existe pas? Et pourtant c'est fait actuellement. Ça vous fait gagner des temps de CPU et puis des temps de réaction envers le décideur également. Alors nos occupations du sol, nous, elles sont très très simples. Alors elles sont multisources, multi-échelles, parce qu'on se doit d'avoir tous les bâtiments quasiment, de plus de 20 mètres carrés, avec les hauteurs d'ailleurs, et les réseaux d'eau, réseaux de routes. Alors pourquoi? Ça c'est plutôt pour les décontamineurs, parce qu'ils veulent très vite savoir combien va y avoir de routes à décontaminer. Alors c'est du multimillésime. Ce que l'on souhaiterait même dans le futur, c'est d'avoir les saisons. Alors là, on va peut-être un peu plus dans le détail, mais vous comprenez très très bien que si ça se passe en hiver, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en printemps, quand par exemple les vergers débourrent. Et bon, enfin, c'est une idée. Alors, pour ça, on avait plein de sources, sources de bases de données géographiques. Et il faut en vérifier la topologie, et là on a des surprises. La sémantique, qui n'est jamais la même d'ailleurs. Et puis, ça va être très très simple, parce qu'on fait juste ce qu'on appelle dans le monde des ensembles une application surjective, c'est-à-dire on fait une agrégation suivant le libellé, et avec, alors comme je vous disais, une nomenclature simple, mais évolutive. Comprenez par exemple que dans l'heure qui suit, il va falloir que je donne une réponse au décideur. Bon, je ne m'occupe même pas de l'occupation du sol. Par contre, il va falloir que je lui en donne une à la fin de la journée. Et là, il va peut-être falloir une occupation du sol avec 4 postes, simplement. D'ailleurs, j'ai vu que j'ai oublié un S. Et puis, à la fin de la semaine, ça va peut-être être une dizaine de postes. Ça va évoluer en fonction de l'étude, je dirais, enfin, du degré de perfectionnement de l'étude. Alors, les entités géographiques que l'on va avoir, alors voilà, ça, c'est les différentes sources. Alors, bref regard, on utilise beaucoup le RGE de l'IGN, en France métropolitaine, bien sûr. Alors ça, c'est près de 1000 postes, c'est quand même un gros truc, qui nous fait, comme disait monsieur au début, le squelette un peu l'ossature un peu de notre occupation du sol. Puis après, on va l'enrichir vers RPG. Alors, RPG, c'est très sale topologiquement, donc on utilise le BD parcellaire de l'IGN, où l'on met l'attribut du RPG. Après, on utilise OSO2, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une occupation du sol qui est donnée par Theia, les gens de Montpellier. En fait, c'est sur une année, tous les pixels valides des satellites Sentinelle qui sont traités, ils vous donnent une occupation du sol. Ça prend une semaine de traitement, je crois quand même. Bon, il y a Corinne Landcover, il y a le BD Oxol, évidemment, je l'ai oublié, il y a BD Oxol PACA, bien sûr. Il y a Corinne Landcover. Et puis, on utilise aussi, évidemment, qu'en étant l'étranger, principalement, OpenStreetMap. Et puis, j'ai mis Sentinel Pléiade Spot parce que je pense que c'est l'avenir. L'avenir, il est là. Alors, une occupation du sol, nous, actuellement, on utilise Model Builder de chez Esri, de chez ArcGIS.
Ça met environ une dizaine d'heures. Et ça nous donne une occupation qui est ventilée sur la base IGN, on va dire 20% à peu près du territoire. Végétation IGN, j'ai mis 50%, mais rappelez-vous de ce chiffre 50%, on va y revenir tout à l'heure. RPG 10% à peu près, et autres 20%. Notre nomenclature, très simple. Donc, tout à l'heure, je disais 0 poste même au départ. 4 postes, je dirais, en libellé, en niveau 1. On va dire 8 postes en niveau 2. Et puis alors le Graal, on va dire une douzaine ou une quinzaine de postes en niveau 3. Mais je l'ai un peu flouté parce qu'on n'y est pas encore là. Alors le maillage, ça peut être une grille axisymétrique. Ça, c'est par exemple où on va avoir le calcul des dépôts. Ça peut être aussi une grille carrée classique. Ça peut être aussi du quad tri. Ça peut être aussi de l'hexagonal ou disons du triangulaire. Et on y pense de plus en plus du maillage un peu comme celui qui est issu des TIN, c'est-à-dire celui qui est issu des MNT traités. Donc là, on va faire la jointure spatiale de cette grille avec l'occupation du sol. Et on va avoir le genre de cellules que vous avez en bas avec le libellé. Alors la première est entièrement agricole. La deuxième, elle est un peu tout, il n'y a pas d'eau. La troisième, elle a tout. Et là, on va mettre un curseur, un seuil. Et puis si vous êtes supérieur à 0, eh bien, par exemple, la deuxième, eh bien, elle sera urbaine, agricole et forêt. La quatrième, elle aura tous les attributs possibles. La dernière, si vous mettez un seuil, par exemple, 20%, et bien là, déjà, vous n'auriez plus que dans la dernière, vous allez éliminer l'urbain et vous allez éliminer l'eau, par exemple. Donc, pour Cadarache, donc voilà ce que ça nous donne. Alors, un petit grief avec Oxol, quand même, il en faut. Vous avez pris la terrasse majeure de la Durance. Ça m'a déplu un peu et je préférais reprendre ce qui est donné par l'IGN, c'est-à-dire le tracé fluvial, je dirais normal, mais pas celui qui est en extrême. Vous le voyez qu'il est plus gros. Bon, ça c'est un petit détail. Après, je critiquerai l'IGN, donc il y en aura pour tout le monde. Donc voilà ce que ça donne avec, on va dire, la dizaine, je dirais, oui, parce que je l'ai ventilé sur les surfaces anthropisées, j'ai ventilé un peu fort. Mais voilà ce que ça nous donne autour de Cadarache dans les 10 km. Alors pourquoi les 10 km? Là, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est à peu près le PPI, c'est-à-dire le plan particulier d'intervention. Autrefois, il était à 5. Actuellement, on va dire qu'il est à 10, voire 20, puisque notre dernière ministre de l'écologie, pas l'actuelle, souhaitait 20. Mais on en parle encore. Alors voilà, par contre, où sont les sources? Alors vous avez en bleu, c'est les sources IGN. C'est-à-dire l'occupation du sol est donnée par l'IGN, tout ce qui est en bleu. Tout ce qui est en vert, c'est la végétation, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, 50%. Pour Cadarache, c'est 71 quand même. Le reste, les 16 et 9, on va dire que c'est actuellement autre, donc Bédéoxol. Mais comme nous ne sommes pas trop, on le verra tout à l'heure, on privilégie pas trop l'IGN végétation, ça fait quand même une Bédéoxol PACA à 96% autour de Cadarache. Alors voilà un genre de zoom que ça peut donner, une précision quand même relativement très très fine au niveau des bâtiments, au niveau des routes, et puis après évidemment le parc solaire sur lequel vont être effectués les calculs. La base aérienne d'Istres, même chose, en Bédéoxol PACA 78%. Et Toulon, Bédéoxol PACA, 68%. Évidemment, il y a énormément d'urbain qui est pris par l'IGN. Alors justement, la question, vous allez me dire, mais pourquoi choisir Bédéoxol PACA, RGE? Alors j'ai recherché en début de semaine, c'est pas très vieux. Il y a environ 50% en surface, avec 50% de désaccord entre ces deux bases de données. Alors vous avez la centrale solaire Orion 2 à Miramas, par exemple, qui n'existe pas dans la dernière base de données topo, végétation, y compris celle de 2017. Alors ça, si vous faites un exercice de crise avec un décideur qui est le maire,
et que vous oubliez 35 hectares de centrales solaires dont il a certainement été à l'inauguration, je peux vous dire que vous êtes critiquable, vous êtes vulnérable, et dans le domaine dans lequel je travaille, c'est pas bon. Même chose pour si vous allez entre Fos et Arles, vous passez près d'un verger qui a été dévégétalisé en quelque sorte, de 350 hectares, c'est quand même énorme. Et j'ai téléphoné pour leur demander si c'était vrai. Ils m'ont dit oui, on est arrivé en 2013, c'est les gens qui vendent des palettes. Ils m'ont dit oui, on a fait ça en 2000. Enfin, nous, on est arrivé en 2013, il n'y avait déjà plus de verger. Donc, j'ai mis 2012. Et ça, je dois dire que c'est une grosse critique que je dirais envers IGN. Ça ne me plaît pas, ça. Donc, on privilégie des dates. On privilégiera donc BD Oxol-PACA à la donnée IGN. Je m'excuse, monsieur le représentant de l'IGN. Mais... Alors, exemple d'utilisation. Est-ce que j'ai le temps? Je pense. Oui. Donc, Chinon Avoine, c'était dans les années 2011 à peu près. C'est un fonctionnement normal et EDF nous a demandé de quantifier l'impact de rejet réel pendant 5 ans et au pas horaire. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait du monde. Hein. Fukushima, on a testé la faisabilité d'un calcul d'impact quasiment en situation réelle. On s'est réunis tous ensemble vers le 12-13 mars, et puis on a dit c'est le moment d'y aller, faisons notre truc tout seul et on va voir comment on peut faire. Donc là, c'était un accident, on l'a fait avec les moyens du bord, sur l'impact de données agricoles, principalement la salade et légumes feuilles. Et là, sur 3 mois, puisqu'on travaillait sur l'iode n'ayant qu'une activité de 8 jours, enfin une demi-vie de 8 jours, et là, pareil, au pas horaire. Donc le domaine spatial pour Chinon, c'était 5 km, et puis également 150 km en aval. L'occupation du sol, c'était RPG et Corinne Non-Cover. Et la cible, c'était un individu adulte, avec des interactions spatiales, par contre, relativement complexes. Quelles sont les interactions spatiales? C'est par exemple l'eau d'abreuvement ou l'irrigation qui vient du fleuve qui est contaminé, mais au droit, c'est-à-dire le plus proche. Au niveau alimentaire, on allait chercher de l'autoconsommation dans le kilomètre, c'est-à-dire dans le kilomètre autour de l'habitation de la personne. Pour Fukushima, donc milieu atmosphérique et agricole, 80 km. L'occupation du sol, comme vous le verrez, vient d'une image Landsat traitée. Et là, c'était calcul des activités dans les données denrées agricoles, notamment les légumes feuilles comme la salade. Alors voilà par exemple le terme source, c'est-à-dire les contaminants que l'on injecte dans la machine. Je peux vous dire que c'est imbitable quasiment. Vous avez quand même presque, on va dire 16 et 14, ça fait 30 radionuclides. Et là, vous avez la chronique de rejet pour un seul radionuclide. Donc, il faut quand même en saisir de la donnée. Alors après, il faut avoir les données météo. Vitesse du vent, direction du vent, pluviométrie, nébulosité, les débits, les matières en suspension, les températures dans l'eau, les données MNT pour avoir les pentes. Et là, en plus du réseau hydro, mais on n'a pas fait de bassin versant. On aurait pu le faire. Les civages, comme on parlait tout à l'heure, par exemple. Alors, les données agricoles, type de sol, pratique, labour, les végétaux, les animaux, les calendriers, évidemment, les semis, les récoltes, l'affouragement, les stabulations, enfin pas mal de choses. Irrigation, abreuvage. J'ai pas mis boisson, quoique là-bas, ils peuvent prendre quand même du Saint-Nicolas-de-Bourgueil, il y a quand même des bonnes choses. Les données humaines, alors ça aussi, il faut avoir les rations alimentaires pour faire les calculs. Donc c'est l'autoconsommation avec une enquête locale. Les modes de vie, parce qu'il y a des gens qui sont dans les bureaux, d'autres qui travaillent sur les terres, comme l'agriculture. Le budget temps, les loisirs, il y en a qui font du footing, il y en a qui vont dans des salles de sport, c'est pas pareil. On tient compte de tout ça. Alors voilà, par exemple, une première... c'est une contamination
du sol de céréales d'hiver autour du Chinon. Et alors, autrefois, ce qu'aimaient les décideurs, c'était d'avoir une courbe. C'était très très dur de les faire passer à une courbe en un point donné à une représentation spatiale, parce qu'ils n'avaient pas la culture spatiale. Je vous ferai voir, je crois que c'est la dernière diapositive, vous verrez ce qu'ils... Ils en ont besoin encore de ça. Et quand vous avez par contre une image au temps T1, T2, T3, T4, ben vous pouvez faire une animation. Ça s'appelait beaucoup. Si vous avez un MNT, vous drapez ça sur le MNT, alors là, ils sont comblés. C'est comme ça, c'est assez bizarre. Il n'y a aucune plus-value scientifique, mais ils aiment bien. Donc voilà, ce genre de choses, ils aiment bien. Alors il faut savoir que vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Et quand vous l'arrêtez, vous êtes dans une géodatabase sous Esri, sous ArcGIS, et vous pouvez croiser où vous avez arrêté avec les données RICOL. Et vous le savez instantanément par croisement spatial. C'est ce qui est assez intéressant. Donc là, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est juste, on voit la contamination. Et si on se rappelle tout à l'heure les vents dominants, on les voit très très bien ici. Autre chose, ben là, c'est la dose. On va calculer la dose. Alors, c'est suivant les espaces habités de Corinne Landkoer à l'époque. Nous n'avions pas le RGE gratuit de l'IGN. C'est ventilé, en fait, suivant le nuage. Ce que j'appelle nuage, c'est quand vous vous baladez dans le nuage. C'est de l'irradiation externe. Les dépôts et les remises en suspension. Les remises en suspension, c'est principalement les travaux agricoles et effectivement les incendies. Par exemple, l'ingestion, bon, vous comprenez, l'inhalation, vous comprenez. Et vous voyez la part de chaque camembert à chaque endroit où il y a une population concernée. Et évidemment, la valeur associée. Alors, on s'en va sur Fukushima. Alors, la première carte, là, complètement à gauche, c'est une carte qui émane du Centre technique de crise de Fontenay-aux-Roses, de l'IRSN, qui vous dit c'est la limite de commercialisation du légume-feuille dû à l'accident de Fukushima, pardon. C'est bien, c'est bien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des salades en pleine mer de Chine ou en océan Pacifique, mais c'est assez marrant. Mais bon. Donc déjà, je pense que la deuxième cartographie est mieux adaptée. Bon, et quand j'ai mis et plus, je pense que oui, et plus, parce que il faut savoir qu'il y a 80% de forêt. Ça serait bien quand même de savoir où sont les salades. On ne le sait pas, là. Ah, pardon. Donc, ouais, le terme source, pour vous dire encore ce que l'on injecte en terme source, c'est 47 radionucléides avec 9 descendants, échantillage horaire. Bon, c'est le contaminant, en fait. Et tous les petits pics que vous voyez, là, c'est toutes les explosions que vous avez vues à la télé, que j'ai résumées sur l'image à droite, qui étaient dues à des explosions d'hydrogène. Alors là, pareil, données météo. Bon, on avait quelques données du météo. Vitesse du vent, direction du vent, pluviométrie. Et puis la production continue de légumes-feuilles. Donc là, ce qu'il nous fallait, c'était l'occupation du sol pour calculer vraiment où étaient les légumes-feuilles. Donc on a pris une image Landsat qu'on a traitée, qu'on a croisée, comme je vous avais dit tout à l'heure, avec le seuillage. Et donc vous avez l'image en jaune, à droite, de 830 mailles sur lequel on va réaliser les calculs. Donc voilà la réalisation des calculs, mais on peut faire une animation qui est celle-ci. Je vais la refaire. J'attends que ça s'arrête. Et alors ? Je vais l'arrêter là. Voilà. Alors, c'est dommage, il n'y a pas de grille là. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un décideur, un préfet, un élu, tout ça, en général, il ne connaît pas la limite de commercialisation du produit pour le groupe iode. Donc, ce qu'on lui fait, c'est un truc très facile. On lui divise par la limite de commercialisation. Donc, en gros, tout ce qui est supérieur à 1, ça va être contaminé. Tout ce qui est inférieur à 1 n'est pas contaminé. Tout ce qui est supérieur à 1, on va le mettre en rouge. Bon, là, c'est pas en rouge, c'est en jaune.
Tout ce qui est inférieur à 1, on va le mettre en gris. Et donc, il va très très vite voir l'impact sur son territoire. C'est relativement simple, en fait. Alors voilà, ça c'est ce que je vous disais. Alors ça c'est le légume-feuille versus les mesures. Donc on a un peu surestimé, mais vu toutes les approximations qu'on avait faites, je pense que c'était normal. Et c'est quand même, les cartes que vous avez vues sont quand même servies aux décideurs sur le Fontenay-aux-Roses, c'est-à-dire au CNTC, à prendre certaines décisions et qui ont été envoyées à l'ambassade de France au Japon. Alors en conclusion, bon, vous comprenez que sur étagère, en France, on a toutes les occupations du sol de tous les centres, enfin toutes les installations nucléaires, multisources avec une nomenclature simple, comme je vous ai fait voir, des entités topologiques, c'est-à-dire avec une vraie topologie, parce que je pense que vous avez compris qu'on fait beaucoup de croisements spatiaux derrière pour avoir d'autres données. En fait, c'est très simple, hein, les supports spatiaux que l'on a définis, c'est le point de départ de nos calculs, et support aux résultats. C'est relativement simple. In fine, je pense que vous avez dû comprendre également que c'est des documents d'aide à la décision, notamment avec ce que je vous ai dit sur la limite de commercialisation, rouge-vert. Vous avez compris, c'est un peu les cartes que l'on voit de Météo France. Perspective, j'aimerais bien avoir les surfaces de maraîchage. Pas facile, mais en général, c'est autour des serres, comme vous voyez sur l'image. Et puis, je pense que l'avenir, c'est la télédétection, où l'on peut avoir les saisons, on peut avoir l'occupation du sol enfin la dernière quasiment. Si vous prenez une image qui a 15 jours ou une semaine, un mois par exemple, c'est quand même récent, quoi. Surtout que depuis, on peut avoir la phénologie également des végétaux. Et si on le couplait aussi avec des données radar, on peut voir la biomasse, ce qui est très intéressant. On parlait du LIDAR ce matin, je pense aussi que j'aurais dû le mettre. J'avais quelque chose à vous dire, je ne m'en souviens plus. Dans les perspectives. Bon, c'était la dernière diapositive. Donc je vous remercie. S'il y a des questions, j'y réponds. Pas de problème, ou tout à l'heure. Et puis sinon, je vous souhaite un bon appétit. Ah, franchement, super.